madame. Bonjour. Alors, le signal est donné? C'est bon? M. Bissonnette, tout va pour vous? Excellent. Très bien. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de vous présenter le document le plus complet, le plus réfléchi, le plus documenté que le Parti québécois ait pu présenter sur la question de l'immigration, une question qui est importante, essentielle, et dont les éléments, les variables changent un petit peu aussi, puisque, contrairement aux discussions qu'on pouvait avoir il y a 4 ans, nous sommes en ce moment aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les régions québécoises, et dans la réflexion que nous devons mener pour la résolution de ces problèmes-là, bien, nous devons nous adapter à cette nouvelle problématique, tout en ayant en tête le succès du parcours de chaque nouveau Québécois, ainsi que le succès du français comme langue officielle et commune des Québécois. Alors, les propositions qu'on fait aujourd'hui pour vraiment passer de l'échec au succès sont un contraste énorme entre un bilan de 15 ans de gouvernement libéral qui a échoué, et on en fait la nomenclature, échoué à répondre aux besoins de main-d'œuvre en région, échoué à retenir des nouveaux Québécois. On a beau en faire venir 50 000 ou 55 000, s'il y en a le tiers ou la moitié qui quittent après quelques années, c'est un échec complet pour la société d'accueil et pour ces candidats à l'immigration, qui a échoué aussi à sélectionner des immigrants francophones. Son objectif, c'est d'avoir seulement 15 % des travailleurs qualifiés qui ne connaissent pas le français. Or, il y en a plus de 40 % qui ne le connaissent pas. Et au total, dans l'immigration québécoise, il y a 60 % des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le français au point d'entrée. Et comme vous le savez, seulement une minorité d'entre eux prennent des cours de francisation et 90 % de ceux qui prennent les cours de francisation échouent. Et en plus, probablement, une des choses les plus cyniques qu'on entend de la part du gouvernement libéral, c'est que les bureaux régionaux de l'immigration qui ont été fermés par les libéraux il y a 4 ans, bien là, maintenant, ils se disent que ce serait peut-être une bonne idée de les ouvrir l'an prochain ou l'année suivante. Alors, on voit cet échec est complet. La semaine dernière a été introduite dans le débat public une autre proposition, celle de la Coalition Avenir Québec, qui est une recette pour l'échec. La proposition de la CAQ repose entièrement sur la volonté d'un autre gouvernement du Canada de créer une nouvelle catégorie d'immigrants temporaires de 3 ans qui, après 3 ans, pourraient devenir sans statut s'ils ne passent pas un des 3 tests de la CAQ. C'est un programme qui ne se réalisera jamais et que s'il se réalisait, empirerait la situation, notamment du français, parce que la CAQ a décidé que 100 % des nouveaux arrivants pourraient ne pas parler le français au point d'entrée. Et s'ils échouent à leur test, qui n'existera jamais 3 ans plus tard, bien, ils ne seraient pas expulsés, donc ils resteraient, et donc ça aggraverait la situation. Alors, on est un peu estomaqué qu'une proposition aussi insensée, inapplicable, soit maintenant considérée par la CAQ comme étant la solution. Alors, notre solution à nous, elle est pragmatique, elle est réaliste, elle ne dépend pas de l'avis du gouvernement fédéral, elle dépend entièrement de notre capacité d'agir. Notre capacité d'agir pour le français, notre capacité d'agir pour les régions, notre capacité d'agir pour assurer le succès de chaque immigrant qu'on reçoit chez moi. Et je vais demander à notre porte-parole en matière de diversité et d'immigration, Catherine Fournier, de commencer à vous l'expliquer. Merci beaucoup. Donc, on a proposé plusieurs positions pour améliorer la régionalisation de l'immigration et atteindre un objectif de 25 % des nouveaux Québécois qui s'installent en région dès le premier mandat du Parti québécois. L'une d'entre elles, c'est la voie rapide qui existe pour sélectionner des travailleurs temporaires pour qu'ils puissent devenir des immigrants économiques, donc au Québec, avec un certificat de sélection du Québec. Parce qu'on considère que la voie la plus facile pour sélectionner des gens qui répondent à nos besoins en main-d'œuvre ici au Québec, c'est bien sûr en passant directement par les employeurs. Et les employeurs sélectionnent déjà aujourd'hui des travailleurs temporaires et grâce au programme pour une expérience québécoise, donc le programme PEC,
ils réussissent à avoir une voie plus rapide pour obtenir leur certificat de sélection et ainsi s'établir de façon durable au Québec. Alors, ce programme-là, il a fait ses preuves et on souhaite le rendre permanent pour être en mesure, justement, de répondre davantage aux besoins en main-d'œuvre ici sur l'ensemble de notre territoire et dans l'ensemble de nos régions. Et ce programme-là, le principe du programme, qui est la voie rapide pour l'obtention d'un certificat de sélection du Québec, on souhaite également l'appliquer pour les étudiants étrangers, de sorte que quelqu'un qui voudrait rester au Québec après ses études puisse obtenir beaucoup plus rapidement qu'actuellement son certificat de sélection, parce que quand ça prend trop de temps, bien souvent, ça va décourager la personne qui va finalement retourner dans son pays d'origine. Alors nous, on souhaite garder ces talents-là chez nous. Je vais maintenant passer la parole à Sylvain Gaudreault qui pourra vous parler de nos autres propositions pour la régionalisation de l'immigration. Je veux juste ajouter un truc à ce que Catherine dit. Alors, ça, ce sont les employés qui ont déjà un emploi, qui ont été sélectionnés. Nous allons faire en sorte que parmi les candidats à l'immigration, donc ceux qui n'ont pas encore un emploi et qui le désirent, leur dossier sera disponible pour les employeurs de tout le Québec et qui pourront donc leur offrir un emploi. Et donc, ça, c'est la voie royale. Lorsqu'un candidat à l'immigration, un soudeur de Buenos Aires, est contacté par un employeur québécois de Val-d'Or ou de Gaspésie ou de Montréal qui dit « J'ai un emploi pour toi » et que cet emploi est validé, cette demande d'emploi est validée, que les autres critères sont satisfaits, cette personne passera devant la file. Donc, l'emploi et l'incitation aux employeurs de chercher dans le bassin de candidats l'employé qu'ils recherchent va faire en sorte d'accélérer le processus et d'assurer, évidemment, le succès de l'intégration, puisqu'il n'y a rien de mieux qu'un employeur qui t'attend, toi, ta famille, en région ou à Montréal, pour t'insérer. Et c'est donc cette expérience que nous allons maximiser pour faire en sorte que la jonction se fasse à chaque fois. Sylvain? Oui, alors merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous savez que dans les régions du Québec, on fait face à deux problèmes majeurs, deux phénomènes qui s'affrontent. D'abord, un enjeu démographique, une baisse de la démographie, un vieillissement de la population important, et un problème de main-d'œuvre, donc de présence et de recrutement de la main-d'œuvre. Alors, dans ce contexte-là, les politiques qu'on annonce en matière d'immigration vont exactement dans le sens du soutien au développement des régions en ces matières. C'est une aberration de constater aujourd'hui que 90 % de l'immigration s'installe dans la grande région métropolitaine et que dans la grille de sélection actuelle, un immigrant qui veut travailler en région reçoit seulement 2 points de plus sur les 99 points que s'il dit qu'il y a un emploi valable à Montréal. Alors nous, on va doubler le nombre de points pour l'immigrant qui dit « Moi, j'arrive, j'ai un emploi valable, disons, au Saguenay, en Gaspésie, en Abitibi, sur la Côte-Nord, peu importe, dans les régions du Québec. » Donc, on va doubler le pointage sur la grille de sélection pour les emplois valides en région. Deuxième élément, il y a un programme qui a été mis en place par la Fédération des chambres de commerce qui s'appelle un emploi en sol québécois. Ça date de l'automne dernier et ça marche bien. C'est un projet pilote et déjà, là, il y a eu 2500 emplois rendus disponibles dans différentes régions du Québec parmi 260 entreprises. Mais le problème, c'est qu'il ne s'applique pas dans certaines régions. Alors, on va le pérenniser, ce programme, puis on va l'étendre dans les régions sur lesquelles il ne s'applique pas encore. Par exemple, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Ça, c'est pour l'attraction, il faut dire, des Montréalais d'origine diverse. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça, les Montréalais qui sont déjà établis à Montréal et qui voudraient aller travailler en région. Donc, le programme de la Fédération des chambres de commerce s'adresse particulièrement à cette clientèle-là. Troisième élément, vous savez, on a plusieurs étudiants étrangers qui paient des frais de scolarité plus élevés pour venir étudier, par exemple, dans les universités en région, comme l'Université du Québec à Chicoutimi, tout le réseau de l'UQ. Alors, dans la mesure où ils restent dans la région après leurs études, on va mettre en place un programme pour leur permettre de rembourser soit par des bourses ou par un programme que nous allons mettre en place, rembourser cette différence de leurs frais de scolarité élevés. Et quatrième mesure en matière de développement des régions et de l'immigration, vous savez, les libéraux ont joué les pompiers pyromanes dans leurs mesures. On jouait les pyromanes, en fait, puis là, ils veulent jouer les pompiers dans leurs mesures d'austérité depuis 4 ans. Ils ont fermé plusieurs bureaux du ministère de l'Immigration
dans les régions, ce qui est complètement absurde. Et là, M. Couillard nous dit, on va ouvrir des bureaux comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Alors nous, on dit, oui, on va avoir une présence structurante des bureaux du ministère de l'Immigration dans les régions du Québec, mais en lien avec les organisations qui sont déjà présentes sur le terrain, que ce soit des organisations municipales, des organisations à but non lucratif, des partenariats, par exemple, avec les cégeps, les universités, les organismes communautaires sur le terrain, pour que le ministère de l'Immigration, via ses bureaux régionaux, soit actif pour permettre aux immigrants de s'installer sur le terrain. Voilà. Alors, il y a plusieurs idées fausses en immigration sur lesquelles le document s'attarde. Une de ces idées fausses, c'est que la régionalisation de l'immigration, ça a été essayé et ça ne fonctionne pas. Et on a pensé que Ève-Marie Taitia, qui est la vice-présidente du Parti québécois et la responsable avec Dieudonné des liens avec la diversité, puisse parler de son expérience de succès d'immigrants en région. Ève-Marie? En fait, j'ai immigré il y a une quarantaine d'années au Québec. J'ai été adoptée. Je proviens de l'Asie. Je suis née durant la guerre du Vietnam. J'ai été adoptée par une famille qui était en région, en Montérégie. J'y ai fait mes études. J'ai également fait mes études là, dans la région de Rimouski, dans la région de Québec. Mais comme on dit souvent, les gens nous disent « c'est de l'utopie ce que vous présentez, puis c'est pas réaliste ». Moi, j'ai fait ma carrière en région, dans ma région d'origine, mais en région. Et un fait, ma municipalité où je travaille actuellement, c'est une petite municipalité où il y a 1200 personnes. Et sur les 6 employés, en fait, j'ai dit, c'est 6 employés, il y a 3 employés qui sont issus de l'immigration. Puis dans des postes quand même assez stratégiques, la directrice générale est la fille d'immigrants portugais. La personne qui donne les permis pour la municipalité, si vous avez besoin d'un permis, est d'origine colombienne. Et si vous voulez parler de développement régional, c'est moi qu'on vient voir. Que c'est des visages colorés, des visages qui dans des municipalités qui sont dans des campagnes, qui ont fait une preuve de grande ouverture et où les gens sont habitués de voir. Et il y a tellement une pénurie d'emplois que c'est pas vrai que les gens qui sont issus de l'immigration ne trouveront pas d'emploi dans les régions. Et je pense que ça, c'est un beau modèle. Et il y a de l'ouverture et je suis fière de mon parti, je suis fière du Parti québécois, des mesures qu'on annonce aujourd'hui. Et je dis que je suis la preuve vivante que ce modèle-là fonctionne bien. Merci, Marie. Alors, parmi les idées fausses, c'est de dire, là, au Parti québécois, vous voulez avoir 100 des travailleurs qualifiés qui soient francophones. Ça ne marchera pas. On va juste avoir des gens, oui, de la France, mais des pays africains francophones. D'abord, ils sont bienvenus, mais c'est une mauvaise évaluation du bassin de francophones langue première et langue seconde qu'il y a dans le monde. Et vous allez voir dans le document, on indique qu'il y a 274 millions de gens qui parlent français dans le monde, langue première et langue seconde. Et c'est vrai dans un certain nombre de pays où le nombre de gens qui ont le français langue seconde, au Portugal, 23 %, en Hollande, 21 %, au Royaume-Uni, 16 %, en Allemagne, 14 %, au Canada, hors Québec, seulement 10 %. Alors, vous voyez que le français langue seconde est plus important dans plusieurs pays de l'OCDE riche que même au Canada anglais. En Asie, 1 million de personnes apprennent le français dans les instances de l'Alliance française, de l'Institut français. En Chine, le nombre d'universités qui enseignent le français est passé de 32 à 142. Alors, de penser qu'on n'a pas quelques dizaines de milliers de migrants qui connaissent le français langue première ou langue seconde au point d'entrée, c'est ne pas connaître la réalité des bassins d'immigration. Et pour un soudeur de Buenos Aires qui décide d'accepter une offre d'emploi à Val-d'Or, il est espagnol. S'il veut remplir le critère de connaissance suffisante du français au point d'entrée, en quelques mois, il peut le faire. Maintenant, une autre idée fausse, c'est que si on fait ça, on va se priver de spécialistes de haut niveau qui ne parlent pas le français au point d'entrée. D'abord, c'est faux. Il existe déjà des programmes de travailleurs temporaires de haut niveau qui existent au Canada et au Québec et pour lesquels la connaissance du français au point d'entrée n'est pas requise, la connaissance de l'anglais est requise, et qui doivent connaître le français s'ils décident de s'établir à demeure.
s'ils décident de devenir résidents permanents. Alors, c'est exactement ce qu'on continuera à faire. Ce sont des exceptions de très haut niveau qui sont acceptées et qui continueront. Des pays qui font cela depuis plusieurs années, bien, c'est 63% des pays d'Europe qui exigent la connaissance de leur langue nationale au point d'entrée. Pas au moment de l'acquisition de leur citoyenneté. Oui, ils le font en plus, mais au point d'entrée. Et c'est le cas des Pays-Bas depuis 2006, de l'Allemagne depuis 2008, du Royaume-Uni depuis 2011. Et pourquoi ils font ça? Bien, parce qu'ils savent qu'un des outils du succès de l'intégration pour le candidat à l'immigration et son conjoint et sa conjointe, c'est d'avoir au moins des rudiments de la langue nationale avant d'arriver. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que oui, nous allons appliquer ce critère à tous les nouveaux arrivants. Il sera impossible, sauf ces exceptions de travailleurs spécialistes de haut niveau, de venir au Québec si on n'a pas démontré une connaissance de base du français. Et la connaissance qui sera demandée sera équivalente à la tâche qui est visée. Alors, en ce moment, vous savez qu'à Val-d'Or, ils essaient de recruter des gens de l'étranger pour travailler au McDonald's. Alors, on ne demandera pas à ces gens-là de savoir lire et écrire un mémo technique. Mais il y a aussi des gens qui sont recrutés pour être directeurs, pour être informaticiens. À ceux-là, on va demander une connaissance plus élevée. Donc, on va calibrer la demande de connaissance du français en fonction de la tâche qui est visée. Ce qu'on annonce aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'est pas question de faire comme la CAQ et de dire après 3 ans, si vous ne passez pas notre test de valeur, on va vous rendre sans papier et on va demander au fédéral de se débarrasser de vous. Il existe, et on le met dans le document sur les lois et les valeurs du Québec que tous les candidats à l'immigration doivent signer en ce moment et qui parle de la laïcité, de l'égalité des hommes et des femmes, de la différence entre la religion et l'État. Nous pensons que quelques modifications simples peuvent y être apportées, mais que ce document fait déjà le tri au point d'entrée et qu'il n'y a pas de raison de mettre une épée de Damoclès sur les gens qui ont signé ce document et qui, 3 ans après, devraient passer un test. Un autre des éléments qui, pour nous, est essentiel et qui explique l'échec de la politique libérale, qui a été d'augmenter le nombre d'immigrants qui ont été acceptés sans se soucier du succès de leur parcours, bien, c'est la reconnaissance des acquis et des diplômes et des conditions qui vont faire reculer la discrimination. Et notre candidat dans Saint-Henri-Saint-Jacques, qui est président de notre... Saint-Henri-Sainte-Anne, mon Dieu. Saint-Henri-Sainte-Anne est président de notre comité pour la diversité, Dieudonné Oyono, est bien placé pour vous en parler. Bonjour. Comme vous le savez, moi, ça fait 18 ans que je vis au Québec et que ce soit ma carrière au gouvernement du Québec ou à la Ville de Montréal, j'ai toujours travaillé avec mes diplômes. Donc, les diplômes que j'ai eus à l'extérieur ont été reconnus. Alors, c'est possible. L'échec dans les 15 dernières années en ce qui concerne les travailleurs qui arrivent au Québec spécialisés, c'est qu'au fond, les gens n'ont même pas la chance d'aller en entrevue parce qu'on ne reconnaît pas leur diplôme, on ne reconnaît pas leurs compétences et en plus, on exige une première expérience québécoise. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, le parti a déposé le projet de loi 998 pour dire en gros que c'est un problème qui doit être réglé et que l'une des façons de le régler, ce sont les CV anonymes. Parce que l'idée, ce n'est pas d'offrir des emplois à ceux qui ne les méritent pas, c'est de leur donner la possibilité au moins d'avoir une entrevue. Et moi, dans toute ma carrière, ceux qui ont eu la chance d'avoir une entrevue ont été recrutés parce que les gens que le Québec va chercher à l'étranger sont compétents. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Nous allons débuter avec des questions en français sur le sujet du jour. Si vous voulez bien utiliser le micro puisque nous sommes web diffusés. Merci. Oui, bonjour, M. Lisée, Alexandre Shields du Devoir. Vous avez parlé de la question de la connaissance du français, que ce sera une obligation, vous l'avez bien dit, ce sera impossible d'entrer au Québec si on ne maîtrise pas minimalement le français, selon bien sûr le type d'emploi qu'on veut occuper dans cette langue-là. Est-ce que ça vous apparaît applicable? Est-ce que ça ne paraît pas amener peut-être une forme de lourdeur bureaucratique ou d'essayer de qualifier, de pondérer cette connaissance-là du français dès le départ? Ce n'est pas une barrière à l'entrée pour les nouveaux arrivants? C'est une condition de succès. Bon, d'ailleurs, d'abord, on parle des travailleurs qualifiés. On ne parle pas des réfugiés pour lesquels on dit, bien, si vous êtes en train de vous sauver des bombes ou d'un tremblement de terre, ce n'est pas la peine de vous arrêter à l'Alliance française. On vous accueille, mais la première chose qu'on fait, on vous rémunère dans les premières semaines et les premiers mois pour que vous l'appreniez avant d'aller
sur le marché du travail. Alors, demander la connaissance de base de la langue nationale au point d'entrée, c'est ce que font 67 des pays européens. Donc, ça doit marcher. Et ce qu'on sait absolument qui ne marche pas, c'est de faire venir des gens qui ne connaissent pas le français et d'essayer de leur apprendre, parce que le taux d'échec est de 90 puis sur 50 000 personnes qui ont été attirées par les libéraux, il y en a entre 20 et 30 000 qui sont repartis. Alors ça, on le sait, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Il y a des centaines de millions qui sont mis là-dedans sans succès. Alors la voie du succès, c'est que les gens qui font un choix de vie extrêmement important, c'est de leur dire, soit vous faites partie des 274 millions de terriens qui connaissaient déjà le français, soit vous l'apprenez avant de venir. Pour des gens de langue romane, c'est assez facile à faire, mais ça fait partie de votre décision de venir. En ce moment, l'offre de français du gouvernement du Québec à travers tous les continents, avec les alliances françaises, avec les cours en ligne, on rembourse d'ailleurs à quelqu'un qui suit ses cours de français et passe avec succès son examen. Le gouvernement du Québec, en ce moment, rembourse jusqu'à 1 500 $ pour ces cours-là. Alors, c'est peu connu, ça doit être publicisé. Et donc, il est très facile pour un candidat à l'immigration qui veut venir au Québec de faire ces cours-là. En ce moment, il doit déjà passer un test. Le test n'est pas éliminatoire. Et c'est ça le problème. Nous, on dit le test sera éliminatoire. Donc, on n'ajoute rien à la lourdeur. C'est qu'on est plus franc avec les conditions de succès et on tire la leçon du réel. La leçon du réel, c'est que les gens qui arrivent au Québec sans parler le français, soit sont au chômage, soit s'en vont et donc perdent leur temps et le nôtre. Bonjour, Julie Marcoux, TVA. Juste pour continuer dans la même veine, qu'est-ce qu'on fait avec un médecin qui ne parle seulement qu'anglais? Alors, en ce moment, si on veut pratiquer la médecine au Québec, il faut passer un test de français. Ça, c'est la réalité. L'immense majorité des patients sont francophones. Il y a des cas où des universités, des institutions, des entreprises disent « J'ai besoin de tel médecin spécialiste en oncologie du cerveau, etc. » Et il explique pourquoi. Et l'exception est accordée. Et est accordée pour un certain nombre d'années. Donc, il y a en ce moment au Québec des gens qui ne parlent pas français, mais parce que leur expérience était nécessaire à une tâche particulière, ont eu un permis temporaire. Si ces gens-là veulent ensuite devenir résidents permanents, s'installer à demeure, bien, ils doivent déjà passer un test de français pour avoir leur certificat de sélection, et donc ça restera. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est que c'est une idée fausse de penser qu'on va se priver de talents mondiaux, c'est comme ça qu'on les appelle dans les programmes gouvernementaux, parce qu'on va être plus strict sur la grande majorité des gens qui viennent, qui sont des travailleurs qualifiés, qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Maintenant, pour la grille de points bonifiés, si on accepte d'aller travailler en région, est-ce qu'il y a un minimum de la durée où on devra rester en région? Est-ce qu'on parle d'années, de mois? Parce qu'un immigrant pourrait aller chercher plus de points, aller travailler sur la Côte-Nord et revenir à Montréal 6 mois plus tard? Alors, à partir du moment où on est sur le territoire du Québec ou du Canada et qu'on n'est pas en prison, on peut se déplacer sur le territoire, OK? Mais évidemment, à partir du moment où la personne a un emploi validé en région, donc elle s'installe, sa famille va à l'école, etc., c'est un pari sur la durée. Et on voit que, pour l'instant, les gens de la diversité qui s'installent en région, c'est en grand nombre une histoire de succès. Donc, on va dire, écoutez, si vous voulez venir au Québec, vous avez plus de chances de venir. Évidemment, si vous avez un emploi validé, ça, c'est sûr, vous allez tous venir. Ça, c'est un emploi validé, vous parlez français, vous avez déjà la jonction avec votre employeur, c'est la voie royale du succès, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en attente d'un emploi, bien, on vous dit, vous avez plus de chances d'être accepté si vous allez en région, 2 fois plus. En fait, vous avez 2 fois plus de points si vous voulez aller en région. Et à ce moment-là, ça veut dire que les employeurs régionaux vont entrer en contact avec ces gens-là pour leur dire, vous avez un emploi. Ensuite, une fois que vous avez un emploi en région, si après 6 mois, vous décidez de partir, rien ne peut vous interdire de le faire. Et revenir à Montréal. Rien ne peut vous interdire de le faire. Vous êtes un citoyen, vous êtes libre de vos mouvements. Mais c'est quand même un investissement qui a été fait. J'ai un emploi au Saguenay, mes enfants sont à l'école. Pour quelle raison est-ce que je me déracinerais si mon implantation est bonne?
Et juste une dernière question. On a entendu souvent les chauffeurs de taxi dire « j'ai telle et telle compétence, malheureusement, je ne peux pas les mettre, je ne peux pas travailler et aller de l'avant avec mon propre métier, je suis obligé d'être chauffeur de taxi ». Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre de l'avant la compétence scolaire des immigrants? Alors, comme le disait Dieudonné, il y a deux choses. Il y a les diplômes et il y a les acquis. Alors, en ce moment, et c'est un constat d'échec après 15 ans qu'on travaille là-dessus, il n'y a pas encore de système rapide où on peut dire, non seulement à l'immigrant arrivé ici, mais à celui qui est candidat depuis chez lui, de dire, ton diplôme, là, voici si on le considère équivalent au nôtre ou non. Nous, ce qu'on veut, c'est que le candidat à l'immigration, avant qu'il arrive, on lui dise, ton diplôme d'ingénieur, ici, si tu veux avoir le même, ça te prend 2 ans de plus. Ça te prend tel stage de plus. Alors maintenant que tu le sais, décide de venir ou non. Mais il ne faut pas que ça soit la grande séduction puis ensuite la grande déception. Il faut que les parcours d'équivalence soient clairement identifiés. Et il faut aussi que les acquis de travail puissent être plus rapidement reconnus. Et il y a un programme montréalais qui fait en sorte qu'en 6 mois intensifs, on peut évaluer, reconnaître un acquis de travail pour que l'employeur sache que cet acquis-là, il existe. On a perdu 15 ans au détriment de beaucoup de nos nouveaux Québécois en ne rendant pas ce service-là. Et une autre chose que quand j'étais ministre des Relations internationales, on avait commencé à faire, on sait qu'un très grand nombre de nos diplômés ici, parmi les immigrants, ce sont des diplômés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et alors qu'on a 92 ententes sectorielles de reconnaissance des diplômes des acquis avec la France, on en a 0 pour ces 3 pays-là. Et j'avais commencé des contacts pour qu'on fasse ces négociations-là. Les libéraux ont abandonné ça. Donc, pendant 4 ans, il ne s'est rien passé. Nous, on va les reprendre. Et lorsqu'on reconnaît ces diplômes-là, par exemple, lorsqu'on a reconnu la valeur des diplômes des infirmières françaises, ce n'est pas seulement les futures infirmières qui en ont profité, c'est les infirmières françaises qui étaient déjà installées au Québec. Alors, de la même façon, des diplômés d'Afrique du Nord qui sont au Québec se verraient reconnaître un certain nombre d'acquis et de diplômes si on faisait cette négociation-là. Merci. Denis Couture du 98.5, Cogeco Nouvelles. Vous dites qu'il y a 90 % des immigrants qui s'installent à Montréal et la réalité des immigrants qui s'installent ici, c'est que leur réseau de contact est dans la métropole. Comment vous répondez à cette difficulté-là? Bien, vous avez raison, mais leur taux de chômage est plus élevé aussi. Alors, donc, pour les nouveaux arrivants, notre objectif, c'est qu'ils ne passent pas par Montréal, qu'ils aillent directement à l'endroit où ils ont leur emploi. L'idée des libéraux de faire venir 50 000 personnes par année, de les laisser s'installer à Montréal, puis ensuite de voir ce qui se passe, ça ne marche pas. La vérificatrice générale leur avait dit il y a 7 ans, ça ne marche pas. Il faut faire comme l'Australie, de dire on va identifier un demandeur d'emploi étranger avec un emploi, puis on va faire en sorte qu'il s'installe et qu'il ait une vie, un succès d'intégration. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur l'offre d'emploi validée comme étant la voie royale vers le succès. Puis là, tu ne t'arrêtes pas à Montréal. Tu vas directement là où tu as ton emploi. Si ton emploi est à Montréal, c'est très bien. S'il est ailleurs, c'est là. Et c'est ça qui doit guider ton installation. Bonjour, M. Lisée, Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Quelques questions. D'abord, le programme de la Fédération des chambres de commerce. Quel est le taux de succès de ce programme-là? Qu'est-ce qu'on en sait comme données sur cette mobilité-là? Vous leur demanderez, c'est un programme qui est assez récent. Donc, il a commencé à l'automne dernier. Ils ont identifié 2500 offres d'emploi sur un certain nombre d'employeurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient des demandeurs d'emploi de la diversité à Montréal. Ils les amènent dans les régions pour rencontrer les entreprises. Il y a des entrevues qui se font là. Il y a des offres d'embauche. Nous, on veut étendre ce programme-là. J'ai pas le degré de succès, toi? Habituellement, une personne qui participait au programme se voyait recevoir 2, 3 et même 4 offres d'emploi au terme du programme. OK. Mais il y avait 2700 emplois disponibles. Est-ce qu'ils ont tous été comblés? 2500. 2500? Ils ont tous été comblés? Vérifié avec la Chambre de commerce. OK. Cela étant dit,
Le Parti québécois s'est soulevé à plusieurs reprises là, contre les compressions qui ont été faites dans les investissements en francisation. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de rétablir des budgets en francisation? À quelle hauteur et de quelle manière? Parce qu'on sait que très souvent, ce qui se produisait autrefois, lorsque les programmes étaient plus généreux, c'est que les immigrants venaient et recevaient un revenu qui était suffisant pour se consacrer entièrement à la francisation et après être fonctionnel. Bien, nous, c'est sûr qu'on a annoncé qu'on allait augmenter les budgets en francisation, mais le changement de cap complet qu'on fait maintenant, constatant l'échec global de la francisation, c'est de dire on va les franciser avant qu'ils arrivent. Et donc, on va modifier pour l'avenir, pas pour les membres de la diversité qui sont déjà ici, qui connaissent peu le français, qui doivent continuer à avoir des ressources de francisation, mais on va modifier complètement pour l'avenir la problématique de la francisation, puisque 100% des travailleurs qualifiés arriveront avec une connaissance du français. Alors, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Et pour les réfugiés, 100% des réfugiés seront francisés à leur point d'entrée avant d'aller sur le marché du travail. Alors, ça ne signifie pas que par la suite, pour augmenter la qualité de leur français, des cours continueront à être proposés, dispensés en entreprise en particulier et ailleurs. Et là, on va beaucoup, surtout en région, s'appuyer sur les ressources régionales pour poursuivre ces travailleurs-là. Alors, ceux qui disent, comme la CAQ, on les fait tous entrer sans se demander s'ils parlent français, puis on va les franciser une fois qu'ils sont ici, c'est la recette de l'échec. La recette du succès, c'est de dire, c'est tellement important pour vous de quitter votre pays et venir ici qu'on va vous demander d'apprendre le français avant de venir si vous n'êtes pas parmi les 274 millions qui le connaissaient déjà. Et une chose que je retrouve pas dans votre politique, c'est d'ailleurs la semaine dernière, le Conseil interprofessionnel en a fait état du taux d'abandon. Parce que leur taux d'échec pour les gens qui demandent d'entrer dans une des 46 professions qui sont réglementées, qui ont des ordres professionnels, le taux d'échec est très faible, c'est 3 %, sauf que c'est 55 % d'abandon en moyenne sur les 5 dernières années. Des fois, ça dépasse les 60. Ce que l'on disait, c'est qu'à moins d'un changement dans la réglementation, il va continuer d'y avoir des obstacles. Et dans certains cas, on parle d'une mise à niveau des gens qui sont médecins ou qui sont ingénieurs qui durent 2 ans, 3 ans, des sommes colossales à débourser pour passer les examens, suivre les formations. Quelle est la nature de l'appui que vous voulez faire là-dedans, et réglementaire et financier? Bon, 2 choses. D'abord, on sait que même dans la réforme récente de l'Ordre des professions, il y a eu des propositions de certains ordres professionnels qui étaient beaucoup plus flexibles sur le parcours de qualification des nouveaux arrivants que ce que le gouvernement a accepté. Alors, je pense qu'on a encore du travail à faire dans ce sens-là. On sait que le gouvernement français, lui, a adopté une législation globale pour pour simplifier la procédure de qualification des étrangers face aux ordres professionnels, parce qu'il y a un moment où, pas dans tous les cas, il y a un moment où le corporatisme est plus fort que tout. Et le corporatisme est extrêmement créatif pour créer des obstacles. Donc, il y a un moment où il faut que le gouvernement agisse. Cela dit, nous proposons qu'à partir du moment où on dit à l'ingénieur, l'architecte, écoutez, pour venir ici, vous allez avoir une mise à niveau de 2 ans, vous allez avoir un examen à passer, nous allons créer un fonds de soutien remboursable à ces gens-là pour leur dire, écoutez, on sait vous voulez vous concentrer sur ce travail-là pendant 2 ans pour le faire. Et lorsque vous serez qualifié et donc aux salariés, vous rembourserez à ce fonds pour passer au suivant. Ça fait partie de nos propositions. Ma dernière question, toujours en lien avec l'acceptation la reconnaissance des diplômes étrangers. Puisque l'on demande la francisation avant l'arrivée, est-ce que les professionnels continueront d'être soumis, tous ceux-là qui sont dans des ordres professionnels qui traitent avec le public, à l'examen de l'OQLF pour obtenir leur droit de pratique? Bon, alors, comme je l'ai dit, ça va être calibré selon la demande, selon l'emploi visé. Le professionnel qui veut être reconnu par un ordre professionnel devra passer les critères de l'ordre professionnel. Alors, si, par exemple, l'ordre professionnel dit, en termes linguistiques, voici le niveau d'examen que vous devez passer,
Si c'est l'examen que le candidat a passé avant de venir, bien, ça sera fait parce que ce sont des examens validés par des tiers. Hein. On a un cadre, en ce moment, on a un cadre très clair, très précis du type d'examen, du niveau. Alors, si ça concorde avec ce que demande l'ordre professionnel, ça va. Si ça ne concorde pas, bien, il devra se mettre à niveau avec l'exigence de l'ordre. Est-ce que vous avez une cible? Une cible? Oui, pour l'immigration, entre 40 000, 50 000, c'est parce qu'on entend souvent des chiffres. Comme vous voyez dans le document, nous, on refuse la numérologie. Alors, le chiffre de 53 000, qui est le chiffre de cette année, c'est un chiffre qui est illusoire parce que ces dernières années, il y a de 20 à 25 à 30 000 de ces 50 000 qui ne sont pas restés. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un chiffre de 53 000 s'il ne reste pas? Alors, c'est le chiffre de l'échec. Le 40 000 de la CAQ, c'est François Legault, un matin, en se rasant, il a dit « Je vais dire 40 000 ». Ça ne repose sur rien. Alors, nous, on ne fixe pas de cible. Nous savons qu'il y a des besoins d'emploi. Nous savons qu'il y a des besoins en région. Nous savons que nous avons un devoir de solidarité envers les réfugiés. Et nous allons faire en sorte qu'on va additionner les succès. On va en additionner 30 000, 33 000, 36 000, 40 000. On va additionner les succès. Nous allons demander, une fois qu'on va tout établir ça dans la première année de notre gouvernement, on n'a pas besoin de demander la permission à personne, contrairement à la CAQ, et on va demander au vérificateur général de nous faire une évaluation de qu'est-ce que ce serait une vitesse de croisière qui a de l'allure en fonction de nos besoins d'emploi, de notre capacité d'intégration. Et le VG va nous faire une recommandation. C'est toujours au gouvernement de décider quelle serait la vitesse de croisière qu'on veut sur 3 à 5 ans. Mais en ce moment, ceux qui vous disent qu'ils ont un chiffre, bien, ce sont des charlatans. Bonjour, M. Lisée. Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Deux questions. Une question un peu parallèle, c'est sur la formation de la main-d'œuvre. Ce n'est pas étranger à l'immigration. Il y a Québec qui investit énormément d'argent actuellement, un nouveau programme. Qu'est-ce que vous en dites de cette nouvelle stratégie des libéraux? Vous voulez dire une annonce qu'ils ont fait aujourd'hui? Oui, qu'ils vont le faire cet après-midi, en fait. OK. Bien, on va en prendre connaissance. Nous, on sait qu'ils ont démantelé beaucoup de choses ces dernières années, notamment la loi du 1 % de formation professionnelle qui, à cause des libéraux, n'est appliquée qu'à des très, très grandes entreprises qui en faisaient déjà. Donc, ils ont démantelé l'effort que nous avions mis en œuvre depuis une dizaine d'années là-dessus. Nous avons plusieurs idées à vous dévoiler d'ici ou pendant la campagne électorale, mais pour poser un jugement sur disons, les idées de dernière minute d'un gouvernement qui a échoué pendant 15 ans, on va d'abord les regarder. Mais ils veulent investir 810 millions sur 5 ans. C'est quand même un programme important, là. Oui, mais ça va être dans le prochain mandat, donc ça va être dans le nôtre. Ils n'arrêtent pas d'annoncer ce qui va se passer et qu'ils n'ont pas fait ces 15 dernières années. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Une autre petite question qui n'a rien à voir avec ça, là, si vous permettez, à la fin. Là. Les services éducatifs dans les CPE, il y a des lacunes, semble-t-il. Ce serait amélioré. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, les chiffres qu'on a ce matin confirment ce qu'on dit depuis le début. Il faut faire le choix de la qualité. Et le choix de la qualité, c'est dans les CPE. Les CPE qui ont été créés par le Parti québécois, qui ont été freinés par les libéraux, que la CAQ n'aime pas. D'ailleurs, ils l'ont dit. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les garderies privées non subventionnées, là où il y a le moins de qualité. Et Véronique Yvon aura plus à vous en dire aujourd'hui là-dessus. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais. Merci beaucoup. Caroline Van Vlordingen, CTV Montreal. Monsieur Lisée, you're talking about this illusionary number of 53,000 immigrants. Is there what would retain people here? Because we see a number of migrants coming into Quebec and then quickly leaving for Ontario and other provinces. What would a PQ government do to keep some of these people here, to become these workers in the regions? Well, listen, in 2014, 43% have left. In 15, 45%. In 16, 37%. You know, it's a waste. It's a waste of time for the immigrants. It's broken promises that the Liberals have made over 15 years. What we announced today is paths to success. And paths to success is not bringing people in and saying, well, let's see what happens. A path to success is to linking the candidate of immigration to a job. And that's why employers are so important
we're giving a fast track to those who have a valid job offer in Montreal or in the regions. We're giving a fast track to those who want to go in regions where the rate of the need for manpower is very high. We're giving a fast track to those who are already here for a temporary basis, or to students to say, well, stay here and you're going to have a fast track. We're telling foreign students who are here and pay more than Quebec students, if you stay, we will reimburse the supplementary costs that you have paid during your studies compared to Quebecers to make sure that you stay and you have a good deal here. So these are all paths to success. And so we're going to have a more intelligent and resourceful way of linking every candidate to a path to success. You say yourself, though, that obviously the PQ government would insist that new arrivals be able to speak French. So many people are not able to learn the language quickly enough and then decide to go elsewhere. What would you do to remedy that, to retain more people in this province? Well, we know that people who come here and do not speak French are the first to leave. So it's a fallacy to say that you're going to come here, you don't speak French, you're going to learn it and succeed. Some do, of course, but 50% of those who don't speak French, when they come, they will leave. So it's no service to render to tell them that. And we know that those who take French lessons, the rate of failure is 90%. So look at the UK, Holland, Germany. They have decided that the best way for success is to ask people to have some knowledge of their national language before they come. And that is a path to success. And as you know, when you know some of the language, then you can pick up more once you're in the territory. And we will calibrate this request given the complexity of the task. If you're hired to go to the McDonald's in Val d'Or, and that's a real example, you don't have to have intermediate or advanced French. If you want to work in computers, you need to have intermediate or advanced French. 274 million people on the planet as we speak French as a first or second language. There are more people who have French as a second language in Portugal or Germany or the UK than in the rest of Canada. So we have a lot, more than 100 Chinese universities are now teaching French. It was only 20 a few years ago. So, to think that there are not some tens of thousands of people on the planet that speak enough French to come to Quebec is a false idea. Of course, for specialists, people from programs that are already existing, that's called World Talents, that can come to Quebec for a few years, even if they don't speak French. That's already the case. We will sustain these exceptions. And when they stay in Quebec and want to become permanent residents, then they have to show that they have learned French as they work here. And what would you do to help professionals who want to stay in Quebec but who are not able to pass certifications in their languages and are working, as my colleague said, as taxi drivers and as other laborers when they have been accredited with much more in their home countries? How would you allow those people to succeed here? Well, there's a basic fact is that 80% of the clients in Quebec are French. If you want to succeed in a place where 80% of the people are French, you have to speak French if you're a professional. And some are not very good at languages. It's just a fact of life. But if I'm not fluent in German, I won't be a professional in Germany. But if language is not the issue, just accreditation, is there anything you can do to make it easier for these people to succeed with the education that they have from their home countries? If language is not the issue, yes, of course. I think one of the big failures in the last 15 years is the failure of the Liberal government to have a rapid, robust system of recognizance of either foreign diplomas or already skills.
And other countries are much better than Quebec is in recognizing the diplomas and the skills. We have some pilot projects in Montreal for skills that work very well. After 6 months, you can have an enhanced program that recognizes your skill, and then employers know that your skill is recognized. We want to make it so that when you're a candidate for immigration in Quebec, before you come, we will tell you if your diploma is recognized, and if not, what is the path. You need to have a year and a half more studies, and we will have a system of financing of the people during this catch-up period that they will reimburse once they're in high employment. So there's a lot, that can be done, that needs to be done, and everything should focus on paths to success and knowledge of what needs to be done to get to success. And finally, last question regarding the point system, how you would like to change the point system for those who are willing to and accepting an offer of employment in the regions. Would there be a minimum amount of time they would have to spend in the regions, or could they go as small an amount as a few months and then return to Montreal or another place? Well, the people are free to move in the country as they wish. That is a right. And so you cannot legislate on that. But certainly if you give an impetus to people that go directly to the region without staying in Montreal for a year, and that their experience of Quebec is the job they have, the school they have, the environment they have. And we've been through the regions many times, and the hospitality and the amount of energy the regions are putting and love to retain these people. I've never seen that before. So will some move? Sure, but given the impetus that we give, we're pretty sure that the success that we'll have will be much more than having people come to Montreal, try to bring them to regions while they feel that they have the network that is not as strong as in Montreal. They should not pass go. They should go directly to the regions and then come visit Montreal. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur autre sujet? Non, il n'y en a plus. C'est bon. C'est bon.